À mon nom personnel et au nom du bureau de l'amicale d'enseignants de médecine de Sousse, je souhaiterais je commence par Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Dr Mahdi Mahdi. Merci d'avoir accepté notre invitation, assuré le déplacement de Tunis pour animer cette table ronde. Aussi Mohamed Brahim, président du Conseil régional de l'Ordre des médecins du centre, Mohamed, Dr Mehdi Jaiden, qui est aussi professeur en neurologie à la faculté de médecine de Sousse, Mehdi, et Dr Fouad Mouzawesh, qui est aussi membre du bureau national de l'Ordre des médecins. Marhaba, chers amis. Donc, je vais immédiatement donner la parole au Dr Mahdi, qui va présider cette séance, qui portera sur le développement professionnel continu. C'est un choix que nous avons mis, le comité d'organisation, pour parler de cette thématique qui, à mon sens, conditionnera dorénavant l'accréditation en ce qui concerne la certification de nos institutions. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au Dr Mahdi et je vous souhaite un bon après-midi. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là, à Sousse, avec mes amis, les ordinaux, mais aussi les enseignants, les étudiants en médecine. Vous savez que l'accréditation est un sujet sur lequel on s'est penché il y a quelques années, et c'est un peu, je devais le dire dans mon exposé, grâce à l'équipe du BROM de Sousse et de la faculté de médecine de Sousse et de certaines sociétés savantes, en l'occurrence la société d'urologie avec notre ami Mahdi Jaiden, qui ont travaillé sur la question, qui ont creusé, qui ont commencé à travailler sur le système. C'est vrai que nous tous, au fil des années, nous constatons à travers les plans, à travers ce qui se passe autour de nous, que très peu de gens, où il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'effort de se former et d'améliorer. Et donc, l'idée a commencé à germer quelque part pour trouver une solution à cette défaillance. Ça venait à pic le travail qui a été fait à Sousse. Plusieurs années se sont déroulées jusqu'à 2015 où j'ai eu l'honneur d'assister à une réunion qui a concerné l'accréditation. Moi, j'ai eu la mission de présenter un travail sur l'exportation des soins et par le biais de l'accréditation, parce que si on veut développer ce domaine, il va falloir travailler sur l'accréditation. Et j'entends déjà le discours, c'est qu'à ce moment-là, il y avait deux options. La première option, c'est de constituer une sorte d'ONG qui s'occupe de ça, ou plutôt de voir comment ça se passe dans certains pays, sous l'égide du Conseil de l'Ordre des médecins. Et le choix a été fait à ce moment-là, en présence de beaucoup de monde, dans deux doyens de faculté de Monastir et de Sousse. Et à ce moment-là, on a pris sur nous de défendre ce projet au sein du Conseil national. On l'a défendu et la décision a été prise au cours de l'année 2016. Et nous avons considéré que c'est quelque chose où on devait s'en occuper pour la mettre assez rapidement sur le tas et aboutir. Plusieurs contacts ont eu lieu avec l'Union européenne des médecins spécialistes. Fouet s'est déplacé une fois, notre secrétaire, pour voir un petit peu comment ça se passe. Nous avons aimé ce système-là et nous sommes entrés un peu plus tard. J'ai fait le déplacement au mois d'octobre 2017 et nous sommes membres de l'Union européenne et c'est le premier pas. Nous allons continuer, donc je vais le dire, au mois de mars, on a pris la décision, on a tout le système. Voilà. Je passe la parole à Jaiden, notre ami, pour nous parler de l'accréditation, certification, où en sommes-nous.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers amis, mes chers confrères, je vais vous parler un peu de l'accréditation et de la certification. Je vais surtout mettre les choses en scène avant que notre Président national vous parle du système tunisien qui a été mis en place. C'est un processus irréversible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accréditation et de certification? C'est un processus mondial. Donc ça concerne les diplômes, la validation des diplômes, la validation et la certification des formations, la validation et la certification ou l'accréditation des hôpitaux et des compétences médicales. Souvent on nous dit ce serait un gadget, un truc nouveau qu'on nous impose de l'extérieur. Eh bien, l'accréditation et la certification, c'est une vieille histoire. Ça a commencé en 1871. Et le système des bornes existe depuis plus que 100 ans. Sauf que nous, malheureusement, on est un peu en retard, on est un peu isolé de ce processus mondial, et il est temps que les choses changent, que l'on normalise la situation de la médecine autonomie. Alors, dans le monde entier, ce sont des systèmes nationaux et supranationaux qui sont basés un peu comme en diplomatie. Ils sont basés sur le modèle de la reconnaissance réciproque. C'est à travers ce modèle-là que l'on peut entrer dans un système de compatibilité mondiale. Alors maintenant, de nos jours, c'est indispensable, on ne peut pas y échapper. C'est indispensable pour la reconnaissance de nos diplômes, surtout les diplômes de spécialité. Ce sera de plus en plus indispensable si vous voulez aller en coopération, exercer à l'étranger. Nous sommes un pays où le secteur privé vit du tourisme médical et ça va être exigé par les futurs touristes médicaux. Les assurances internationales et nationales vont se mettre à l'exiger. Et c'est un avis personnel, je dirais même plus, c'est une question de survie de la médecine tunisienne. Si on ne rentre pas dans ce système, nous serons comme certains pays de l'Est, une médecine parallèle qui sera plus reconnue. Alors, juste pour clarifier, l'accréditation, ça concerne les facultés de médecine, les programmes de formation continue, les hôpitaux et les cliniques. Généralement, c'est un organisme national qui va faire ça, et c'est un organisme national pour avoir la légitimité, il doit être lui-même accrédité par un organisme international qui accrédite les accréditeurs. En ce qui concerne la certification, ça concerne les personnes, pas les structures, les institutions. Et c'est les médecins. Donc on va venir certifier, donner un certificat aux médecins qui certifient de leurs compétences. Et dans la plupart des cas, c'est une ONG. Elle doit être par structure indépendante de l'État. Et cette ONG nationale, elle doit être reconnue par le système international. On ne peut pas faire quelque chose dans notre coin. C'est toujours le système de la reconnaissance réciproque. Alors, vous avez tous entendu parler de 2023. Le CFMG, qui est une institution non gouvernementale américaine, a décidé de ne plus reconnaître les programmes des facultés non accréditées. Il y a un processus en cours qui devrait, je pense, arriver à pallier à cette déficience et à obtenir l'accréditation pour les facultés. Notre problème, il va se poser pour les spécialités. Pour les spécialités qui sont co-signées, le diplôme de spécialité était signé avant par le ministre et le collège. Actuellement, ça va être co-signé par le doyen et le collège. Donc, il y aura probablement une discussion sur ça. Et il y aura des problèmes aussi pour la reconnaissance des compétences. Et ça peut menacer à terme, à moyen terme, le tourisme médical, la mobilité des médecins, les systèmes de remboursement, c'est tout un système. Il faut se normaliser. On va vous dire que c'est difficile, la Tunisie, ou Saïd Balina. Ben, le Soudan, moi j'ai un copain qui est doyen de Khartoum, il est certifié et accrédité. Alors moi, si je veux aller obtenir mon board, je devrais faire un stage, c'est Mohamed Imam à Khartoum au Soudan. Au Sénégal, c'est pratiquement fait. Au Maroc, c'est en cours. Donc, on ne peut plus se cacher. Il y a même une faculté libyenne qui voulait le faire. Donc, si on n'arrive pas à se mettre au diapason, on sera laissé sur le côté de l'autoroute de l'histoire. Alors, bon, pour les facultés de médecine, ça va être, on va vers l'accréditation nous serons, j'espère, accrédités par l'INECOA, une instance nationale tunisienne, qui elle-même devrait être accréditée par la WFM. Les hôpitaux et les cliniques sont en train de subir un processus d'accréditation par l'INA Santé qui elle-même a été accréditée par l'ISPOA. Maintenant, qu'en est-il des programmes de formation continue, de développement personnel continu?
Et qu'en est-il pour les spécialistes, les certifications des spécialistes? Que va-t-il se passer pour nous? Comment pourront-on obtenir une certification internationale? Comment pourront-on maintenir cette certification? Les gens entre nous, je ne dois pas être le seul, beaucoup d'entre nous ont passé des boards européens et l'ont obtenu. Et il est très difficile de le maintenir parce qu'il y a une histoire de crédit CE qu'il faut obtenir. Donc là, il y a un problème. Alors, il faut que je vous parle un peu de la situation dans le monde. Dans le monde, le système dominant, c'est le système des boards de spécialité. Il y a un système américain, un système européen et un système asiatique. Et ces systèmes se reconnaissent réciproquement. Il y a des systèmes de compatibilité. Si vous êtes européen, vous allez aux États-Unis, vous avez le board européen, il y a une reconnaissance réciproque. Il y a des règles de la certification. D'abord, il est hors de question qu'elle soit obligatoire, comme le font les Français. La certification doit rester volontaire, parce que c'est une démarche d'excellence. Tout le monde ne va pas l'obtenir. Mais c'est quelque chose qui est au-dessus du SMIC. Et tout le monde doit chercher à s'améliorer pour l'obtenir. C'est un système indépendant qui est autofinancé. Ça doit toujours être une ONG indépendante. Sinon, on ne peut plus être reconnu par les Européens et les Américains. Il y a conflit d'intérêts. L'État ne peut être producteur et certificateur en même temps. Et puis, on ne peut pas faire un système chez nous, tuniso-tunisien, comme l'ont fait les Français, leur système, parce qu'on a besoin d'une reconnaissance et d'un échange international et réciproque. Alors, je vous ai dit que cette histoire des boards, c'était une vieille histoire. Et ça a été inventé au Far West. Et ça, c'est important pour comprendre la philosophie de la chose. C'est les cow-boys, c'est pendant la ruée de l'or, en Californie, qu'a été instauré le premier système des boards. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à la fin c'est une brève, un peu d'histoire. En 1849, de l'or a été découvert en Californie. Et à partir de là, il y a eu une ruée vers l'or du monde entier. Des centaines de milliers, des millions de migrants ont pris le bateau, ont émigré aux États-Unis pour aller chercher de l'or en Californie et pour s'enrichir, pour changer de vie. Et ce qui était différent par rapport aux migrations, c'est l'une des mouvements de migration les plus importants de l'histoire. Ce qui était différent, c'est que pour une fois, il y avait bien sûr les immigrants habituels, des Irlandais, des Écossais. Mais comme c'était sur le Pacifique, il y a eu une ruée de Russes, de Sibériens, d'Ouzbeks, d'Indiens, de Thaïlandais et de Chinois. Des centaines de milliers de personnes ont traversé le Pacifique pour aller s'installer en Californie. Et ça, c'est une image qui est prise à San Francisco en 1851. La population est passée de 20 000 personnes à 1 200 000 personnes en 10 ans. Et avec toutes ces maisons qui étaient construites à la hâte et pratiquement un pont de bateaux incessant. Il s'est passé quelque chose de curieux, c'est qu'avec ce million de migrants, il y a eu des milliers de médecins qui se sont déplacés et qui se sont établis en Californie. Parce qu'eux aussi cherchaient une reconnaissance professionnelle et on gagnait de l'argent. Et dans la rue principale de San Francisco, il y avait près de 600 cabinets de médecins. Il y avait des médecins européens, formés dans les universités européennes et américaines, des chirurgiens militaires, qui n'étaient pas des vrais médecins, qui faisaient surtout des amputations. Il y avait beaucoup de médecins chinois, des médecins sibériens, des médecins russes. Et juste pour vous, pour l'histoire, la première femme arabe diplômée de médecine, Febet Istanbuli, qui était syrienne, qui a obtenu son diplôme en Pennsylvanie. C'est la première femme arabe diplômée de médecine. Elle s'est établie en Californie quelque temps pour gagner de l'argent avant de revenir exercer en Syrie. Alors, et puis avec ces gens-là, il y a eu quelques milliers de charlatans. Actuellement, on a un peu ce problème en Tunisie. Vous avez aussi une ruée de charlatans vers la Tunisie. Donc, qui était médecin, qui n'était pas médecin, allait-on interdire aux gens d'exercer? Ils ont trouvé une solution, ils ont fondé un board. Les médecins du cru se sont réunis dans un salon, comme les cow-boys. Ils ont constitué une commission. Ils se sont dit, nous allons nous certifier d'abord. Puis nous allons certifier les gens qui répondent à certains critères, qui ont un diplôme d'une certaine faculté et à qui on va faire passer l'examen oral. Et c'est comme ça que ça a marché. Ça n'a jamais été obligatoire.
Donc on avait les gens qui étaient certifiés par le board, ils mettaient leur certificat, et les autres, c'est au patient de choisir. S'il veut la sécurité, il va aller chez le certifié. S'il veut courir le risque de tomber sous un charlatan, il va aller voir l'autre. C'est comme ça que ça marche. Et dès le départ, le board était indépendant, mais il y avait une collaboration étroite avec la société savante dominante de la région. Parce que c'est la société savante qui donnait le référentiel scientifique, les guidelines, l'examen et les compétences, et le pool de compétences scientifiques. Petit à petit, le système s'est mis en place. On a eu des boards dans tous les États américains. Premier board de spécialité, ça a été comme toujours, ils sont en avance toujours, les ophtalmos, l'American Board of Ophthalmology en 1917, qui collaborait étroitement avec l'American Society of Ophthalmology. Puis, le second, c'était le grand American Board of Internal Medicine, l'ABIM, le Board américain de médecine interne en 1936. Actuellement, on a 24 boards aux États-Unis majeurs, une trentaine de boards mineurs et un système qui marche avec une reconnaissance spéciale. Nous, notre président va vous parler du système européen, donc il faut que je parle un peu du système européen. Le système européen est géré par un super syndicat, qui est une ONG, élue à travers les membres des sociétés médicales nationales de l'Union. Et ce syndicat, il se comporte comme un lobby politique, il est basé à Strasbourg, vous savez, à Bruxelles, et il s'appelle l'Union européenne des médecins spécialistes, l'UMS. Cette Union européenne des médecins spécialistes, elle gère 43 sections de spécialité. Et à partir de ces 43 sections de spécialité, émanent les boards. J'ai mis l'urologie, que je connais très bien, l'European Board of Urology, mais il y en a pour les 43 spécialités existantes. Et ce board gère la certification des médecins et le maintien de la certification des médecins. Et il travaille toujours, il est séparé, il est indépendant parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais il y a toujours une joint venture entre le board et la société savante dominante qui est le réservoir scientifique et le réservoir d'examinateurs, de questions d'examen. Et généralement, l'examen du board, il se passe pendant le congrès national ou international européen. Donc il y a toujours une lésion. Ils sont séparés, mais ils collaborent étroitement. Bien. Alors comment ça marche? Tous ces boards sont compatibles, ils se reconnaissent. On passe un examen d'entrée. Généralement, c'est un QCM avec des questions. Et un examen pratique, c'est des cas cliniques, souvent sur ordinateur. Il n'y a pas de jury, il y a un ordinateur qui met le code. Et vous faites vos cas cliniques avec des diapos, des radios, des choses comme ça. Une fois que vous êtes certifié, il faut maintenant tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend du board, faire preuve que vous suivez un programme de formation médicale continue, donc apporter des crédits CME, Continuous Medical Education. Quand vous allez tous dans des congrès internationaux, et vous voyez que dans certaines séances, il y a des CME qu'on gagne. En fait, ces CME servent aux gens certifiés pour maintenir leur certification. Cependant, attention, les congrès, les EPU, les ateliers ou les formations en ligne, pour apporter des CME, ils doivent eux-mêmes être accrédités par une organisation. J'y viendrai. Ces systèmes restent volontaires, parce que c'est basé sur l'excellence. On peut exercer sans être certifié, mais on aura quelques désavantages. Ils sont autofinancés, ils sont toujours indépendants du ministère de la Santé, des autorités, parce qu'il y a un problème de conflit d'intérêts. Je produis quelque chose, un produit, un médecin, je ne peux pas en même temps le certifier. Là, dans l'examen de spécialité, il y a une autre instance qui va dire si je fais bien mon boulot ou si une information est défaillante et qu'il faut fermer la faculté. Et généralement, le système est volontaire, mais il y a un avantage pour les certifiés, surtout aux États-Unis. Ils ont des avantages, ils travaillent dans les meilleurs hôpitaux et ils ont une tarification spécifique. Ils sont mieux remboursés par les assurances. Alors, qui va accréditer les congrès, les EPU, les ateliers? Par exemple, JMC, qui va aller accréditer la séance de formation sur la clinique. Eh bien, c'est une organisation qui gère les boards. Ça peut être l'organisation qui gère les boards, mais il faut toujours que ce soit une section indépendante, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Peut-être sans une partie comme l'UMS, une partie va certifier les médecins, une autre partie indépendante va accréditer les congrès et les formations. Ça peut être aussi une organisation autre, comme la BIM, qui elle-même certifie. Et cette organisation autre peut être reconnue par les différents systèmes. Il y a une bourse.
avec une reconnaissance réciproque. Donc il y a une compatibilité. Les systèmes, la CCME, le ACCME, la AFP, la BIMOP, etc. Et c'est comme les devises, tous ces systèmes sont compatibles. Par exemple, ça c'est l'organigramme de l'UMS, qui est l'organisation principale en Europe, ou presque quasiment unique en Europe. Elle est divisée en deux. Vous avez la partie de gauche, qui est Strasbourg, qui gère les boards. Et elle passe les examens et comptabilise les CME pour que les gens soient certifiés par le board. Vous avez la partie de droite, qui est à Bruxelles, qui, elle, certifie les congrès et qui donne des crédits CME aux différents congrès ou aux différentes formations. D'accord? Et pour vous parler de la bourse, beaucoup d'entre vous sont sur Netscape. Et si vous faites une formation sur Netscape, vous voyez ici qu'il y a une compatibilité. Alors cette formation-là, si je la fais sur Internet, j'aurai 0,5 points CME standard, mais j'aurai aussi 0,5 points à BIMOC, American Board of Internal Medicine, Maintain of Certification. Donc il y a une compatibilité entre les devises. Qui met l'euro, ou le couronne, ou le livre sterling. Et c'est tout un écosystème. Donc beaucoup d'entre vous ont ce genre de carte. Là, c'est la carte de l'EAU, qui est la carte qui me sert pour l'European Board of Urology. Et vous voyez que quand je vais dans un congrès, je rentre la carte à l'entrée de toute formation et un lecteur à carte, et c'est comptabilisé automatiquement dans mon crédit chez l'European Board of Urology. Ça permet de maintenir le BU à condition que je trouve des congrès accrédités pas trop chers. On a essayé de monter en 2008 un système tunisien, mais on s'est heurté au refus de la reconnaissance de l'UMS, parce que l'UMS ne signe pas avec une société savante unique, elle doit signer uniquement avec un organisme national qui représente tous les médecins tunisiens. Ok? Alors, le système français. Quand on a commencé cette réflexion, il y a quelques années, nous avons invité l'un des fondateurs du système, professeur Colombi. Il nous avait expliqué que le système à laquelle il avait été complice, j'étais complice, j'ai collaboré, ce système de certification franco-français, il n'est pas reconnu en dehors de la France. Ça reste franco-français, c'est un système quasi obligatoire, qu'un volontaire, un peu obligatoire, presque obligatoire. Ce qui fait qu'il y a un nivellement par le bas. Il fallait accréditer et certifier tout le monde, donc pas être niveau. Il est très complexe. C'est un système de l'aveu de ses créateurs, il y a une lourdeur administrative, ça consomme beaucoup d'argent, c'est très peu efficace, il y a plein d'intervenants. Et maintenant, les praticiens français, ils sont obligés d'avoir les deux systèmes. Il fait son système français et il fait un board européen. Quand il traverse la frontière pour aller en Belgique, dans un autre pays, il est obligé d'avoir un board européen. Et il n'y a pas de reconnaissance réciproque du système français. Ça, c'est deux diapos que j'ai pris du professeur Colombi avec sa permission. Donc vous voyez bien que tout ce beau monde participe à l'accréditation et à la certification en France, et que ça donne quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas compris la diapo, et la personne qui l'a faite ne la comprend toujours pas. Donc il y a un problème en France. En Tunisie, nous devons intégrer le monde, entre guillemets, civilisé. Nous devons intégrer les grands systèmes internationaux. Parce que certains d'entre nous vont vouloir partir faire un tour à l'étranger, parce que nous sommes un pays de tourisme médical, et c'est une demande des patients, parce que les assurances et les organismes vont nous le demander, mais aussi parce que nous aimerons aussi faire une démarche qualité. Il y a une recherche d'excellence. La médecine tunisienne a toujours visé l'excellence. Nous avons toujours voulu être meilleurs. Et ça passe par ce système-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la nature n'aime pas le vide. Si on ne le fait pas, on le fera pour nous. Et c'est l'État qui va le faire, et on va obtenir un système français, tuniso-tunisien, qui ne sera reconnu par personne, même pas par la France. Il y a eu des tentatives qui ont été avortées. Et puis, on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas inventé un système nouveau. On doit se rejoindre le commun des pays et appliquer un système international. Donc les règles, ça doit être volontaire, ça doit être une ONG indépendante, ça doit être autofinancé pour être reconnu par les systèmes internationaux et rester reconnu. Donc ça, c'est une spécialité tunisienne. On veut toujours réinventer la roue, inventer de nouveaux systèmes, on oublie. Et puis,
si on ne le fait pas, et je vois mes amis du Conseil d'ordre et du STML, donc vous aurez la visite du fisc, de la CMSS, mais aussi du contrôle CME par la direction régionale de Montpellier. Donc ça, vous avez intérêt à adhérer, sinon vous allez y passer. Alors, la meilleure solution pour la Tunisie, et c'est évident, ce serait de se rattacher, comme la Turquie, comme le Liban, de rejoindre le système européen. Et ça nécessite donc une reconnaissance avec l'UMS. L'UMS, elle a exigé un organisme national, un syndicat, une association, une société, un conseil de l'ordre, qui représente tous les médecins. Et en Tunisie, la seule organisation qui représente toutes les catégories médicales, sans exception, publiques, privées, spécialistes, généralistes, c'est le conseil de l'ordre. Et c'est la seule qui serait habilitée à signer avec l'UMS. Donc un long processus de négociation a été entamé. La première fois, c'était le docteur Bouzaouesh qui avait réussi à obtenir la première prise de négociation avec le secrétaire général de l'UMS. Et ensuite, notre président national, après une dure négociation, est allé à Strasbourg, à Bruxelles, pour signer avec le président de l'UMS la reconnaissance. Donc je peine à la reconnaissance. La Tunisie, le Conseil de l'ordre national, est maintenant membre à part entière de l'UMS. Ce qui lui ouvre les portes de la certification, de la délivrance de certification européenne en Tunisie. Et je pense que les négociations ont été assez hard. Alors, le système tunisien, et notre président va vous l'expliquer, maintenant que le Conseil de l'ordre il est reconnu par l'UMS, et donc sera à terme reconnu par l'American Board et par le Royal College, de cet ordre du Conseil national vont émaner une structure qui est la commission d'accréditation et de certification médicale, la CASTEM. De cette commission vont sortir des boards, des sections de spécialité, qui vont constituer les boards de spécialité. Et ces boards vont s'appuyer surtout dans le travail quotidien sur les sociétés savantes. On va répliquer le système européen, on ne va pas réinventer la roue. Chaque board, il est indépendant, travaille du Conseil de l'ordre, et il va travailler avec la société savante dominante en coopération étroite. Ce sera un examen d'entrée. Au mieux, ce sera l'examen d'entrée du board européen, parce que la board de QCL, elle existe, et l'UMS nous la donne, elle nous la met à disposition. C'est disponible en français, on peut mettre un jury mixte, c'est qu'une correction par ordinateur. Et on aura, à terme, si tout le monde s'engage, c'est pas que le Conseil de l'ordre, les sociétés savantes, chacun d'entre vous doit y participer. On obtiendra une certification reconnue au niveau mondial. Maintenant, pour garder cette certification, il faut accumuler les crédits CNE. Et qui va délivrer les crédits CNE au Congrès tunisien? Ce sera la CACEM régionale. Et il y en aura 7, une dans chaque conseil régional de l'ordre des médecins. 6. Et éventuellement, cette délivrance de CNE peut devenir une payante par la suite, et c'est une source de financement du système. Parce que ce système, il faut le financer. Il faut de l'argent pour financer ce système. Et ce sera compatible avec le ACCME, qui est le système européen. Et nous avons commencé une expérience pilote à Sousse. Je pense que ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a commencé à faire des tests comme ça pour voir si le système marche. On s'est rendu compte que c'est très simple, très facile. Et que finalement, c'est très simple à faire. Ce n'est pas aussi compliqué que ça paraît. Et on a certifié, on a accrédité beaucoup de congrès et de formations et de DPC. Alors, il y a quelques pièges. Certains d'entre vous vont rentrer dans ce système. Il y aura un système d'élection. Certains d'entre vous, dans le collège, dans la faculté, ils vont être partis de la CACEM. Alors, évitez ça. Évitez de le rendre obligatoire. Parce que ça, obligatoire, ça signifie qu'on va faire un SMIC. Tout le monde doit être certifié. On perdra la reconnaissance. C'est une démarche qualité. Il y a un tiers qui seront certifiés et les 2 autres tiers vont toujours chercher à s'améliorer pour arriver au niveau européen. C'est comme ça que ça marche. Le diplôme de spécialité permet d'exercer. La certification, c'est un plus. C'est une démarche d'excellence. C'est un ISO. Donc le tiers, 2 tiers ou la moitié. Tout le monde ne peut pas et ne doit pas être certifié. Il faut mettre un standard européen.
L'autre système, l'autre erreur, il ne faut pas introduire au fil des années plein de gens. Je vous le dis parce que vous serez les décideurs un jour. Ne mettez pas tout le monde dans la même casserole, comme en France, parce que si vous mettez pléthore d'acteurs, la direction régionale, le ministère, la société savante, ça va devenir ingérable. Donc les commissions doivent être limitées. L'État doit rester en dehors. S'il met la main dessus, on perdra la reconnaissance, on sera plus reconnu par l'OMS. Et puis, il ne faut pas adapter le système, faire des examens tunisiens. Les examens sont internationaux, ils sont européens, ils sont américains. Il n'y a pas de certification au rabais. Et puis, un jour, il y aura de l'argent dans ce système, donc il faut bien cibler les investissements. Et donc les deux messages, ne réinventons pas la roue. ALADG était inventé il y a 4000 ans. Ce n'est pas la peine de faire un nouveau système. Et puis, le cheval, il est près de l'eau, on l'a ramené à l'eau, mais on ne peut pas le forcer, ou vous forcer, ou me forcer à boire. Il faut l'adopter, ce système, il faut y aller. Voilà. Merci, M. Jaguel. Nous allons essayer de la discussion à la fin, parce que les recommunications à le même processus. Je donne la parole à Dr. Martin pour nous présenter la commission d'accréditation et de certification des médecins. Merci, c'est Mohamed. Donc, c'est toujours difficile de parler après Jaguel avec son aisance et son niveau. En plus, il a abordé beaucoup de choses de ce que je vais donc présenter. Néanmoins, donc, c'est effectivement ce que je vais vous présenter, c'est cette commission d'accréditation et de certification médicale qui vient d'être décrétée. En fait, on n'est pas les seuls acteurs, effectivement, comme il l'a dit, il y a énormément d'acteurs sur la place, il y a des collèges de spécialité, donc dans chaque spécialité, il y a l'INIAS, désormais elle s'appelle maintenant l'INIAS depuis très peu, qui accrédite les structures et qui prépare les manuels et les recommandations. Il y a les sociétés savantes énormément, il y a en plus les syndicats des médecins libéraux et des médecins universitaires et sanitaires. Nous avons un très bon système donc, et une bonne qualité de soins médicaux en Tunisie avec 4 facultés de médecine. Les médecins tunisiens sont bien reconnus et ont donc une bonne presse de parlement et de plus en plus donc, de médecins sortent et se déplacent et migrent pour exercer à l'étranger. Effectivement, comme il l'a dit, et c'était un tout petit peu la chose qui était nécessaire pour qu'on soit accepté, c'est qu'il faut qu'il y ait un organisme indépendant qui regroupe les médecins. Et nous sommes la plus importante institution médicale en Tunisie. Nous sommes un service, on gère un service public, nous avons une autorité d'ordre public, nous avons une indépendance financière et une autonomie financière. Nous collaborons avec toutes les institutions médicales tunisiennes. Vous savez que pour exercer la médecine, il faut être inscrit et nous enregistrons à peu près par an environ 1000 et nous sommes au jour d'aujourd'hui plus de 14 500 médecins. Donc en exercice, nous qualifions tous les ans entre les attestations de spécialité et de compétences plus de 200. Effectivement, nous avons dans nos prérogatives le respect de la morale et de l'éthique, mais de la qualité de soins. Nous délivrons ces qualifications que je viens de citer sur présentation de diplômes académiques. Nous avons une commission permanente qui s'occupe des qualifications. C'est par ce biais que nous avons donc intervenu auprès de l'Union européenne. Effectivement, nos médecins ont une bonne presse
C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a le diplôme, on s'inscrit, on a la qualification, on commence à exercer, mais après, il n'y a aucune évaluation, ni des connaissances, ni des compétences, et ceci est inacceptable au jour d'aujourd'hui. Il va falloir donc qu'on évolue dans le sens de l'organisation. Je l'ai dit, donc en 2015, l'expérience pilote qui a été menée au Grand de Sousse avec les équipes qui ont commencé effectivement à accréditer certains cycles de formation. Et je l'ai dit aussi en introduction, en 2016, le Conseil national a jugé que du fait que la moitié des connaissances effectivement médicales sont dépassées au bout de 5 ans, qu'il va falloir effectivement travailler sur la formation médicale continue sur la DPC et de garantir cette qualité, et que les médecins devraient dans l'avenir chercher à prouver qu'ils sont encore compétents, et par la suite, quand ils sont certifiés, de chercher à maintenir cette certification effectivement à travers les CME, les points donc d'accréditation. Nous sommes entrés en 2016 en contact avec l'Union européenne des médecins spécialistes, et nous avons concrétisé effectivement notre entrée en tant que membre observateur au mois d'octobre 2017. Effectivement, il fallait présenter notre projet, notre poids sur la place, notre reconnaissance au niveau du pays, et puis nous avons même présenté le pays en tant que tel, parce qu'effectivement, il fallait démontrer qu'on est en avance sur le plan médical, qu'on a beaucoup d'atouts. Et nous avons été donc reçus en tant que membres à l'unanimité des membres présents à cette Assemblée générale. Voilà les plus importants. Pour arriver finalement dernièrement, parce qu'entre-temps, depuis octobre, on a travaillé sur la décision qui a donné naissance à cette commission d'accréditation et de certification médicale. On vient de la prendre cette décision, c'est le 2 mars 2018. Donc, qui définit la création de la commission d'accréditation médicale et qui fixe la mission que nous allons l'appeler la CACEM. Quel est l'objectif et l'objet de la CACEM? C'est effectivement de veiller à la promotion de la qualité des soins prodigués aux citoyens, et ce à travers l'accréditation des activités de formation continue des médecins et de la certification des médecins en exercice. Ça a été dit, la CACEM accomplit sa mission à travers un ensemble d'acteurs. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est sous l'égide de l'ordre des médecins, ce sont les CROM et le Conseil national, mais qui collaborent avec l'instance nationale d'accréditation de santé, les sociétés savantes, les facultés de médecine, les collèges de spécialité, et en général avec toute personne ou structure dans l'intervention qui est requise. C'est son rôle de vérifier la qualité des activités de DPC, ça a été dit, c'est-à-dire selon des grilles et des critères, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Son rôle aussi, cette CACEM, de contribuer à l'élaboration et la validation de référentiels qualité des soins pratiqués par les médecins. C'est aussi un de ses rôles de mettre en œuvre les procédures de certification des médecins, quel que soit leur mode d'exercice. C'est aussi la recherche de cette coordination et la complémentarité et la reconnaissance mutuelle avec les organismes nationaux et surtout internationaux chargés de l'accréditation et de la certification en vue de conclure des conventions d'accord et donc de reconnaissance mutuelle de cette certification. Et c'est aussi de fixer le règlement, de fixer le montant des frais d'inscription. L'accréditation, ça a été dit par Mahdi, c'est fait référence à tout un processus au terme duquel une reconnaissance de qualité est attribuée au programme de formation médicale continue et de développement professionnel continu. Cette reconnaissance peut concerner aussi le prestataire d'activité qui répond aux critères de qualité. Des fois, donc, c'est un programme, des fois, c'est
c'est la société, des fois c'est une plateforme informatique. Tout ce moment peut demander donc d'être accrédité par la CACER. La CACER, c'est deux niveaux. Il y a un niveau régional, c'est au niveau de chaque clan. Au niveau de chaque clan, c'est la CACER régionale qui se compose par 4 membres du Conseil régional de l'Ordre des médecins, dont le président et le secrétaire général. C'est présidé par le président du Conseil régional, mais c'est aussi avec la collaboration de représentants de la faculté ou des facultés qui font partie de la région et d'un représentant régional de l'INAS, l'INA Santé. Ça, c'est la commission régionale. Et le processus d'accréditation consiste, on l'a dit, à vérifier l'ensemble de cette activité par rapport à des critères de qualité définis déjà par l'INA Santé et l'octroi des crédits sous forme d'unité de TPC. L'accréditation, donc je vais passer, tout ça c'est écrit dans la décision que nous avons donc sortie il y a quelques jours. Donc tout ça c'est des articles. En fait, j'ai repris les articles de cette décision et qui sera certainement mise en ligne d'ici peu. Donc l'accréditation d'une activité valable pour 5 ans. Pour le reste, ça peut être discuté en fonction des votes. La certification d'un médecin est le processus au terme duquel le Conseil national de l'Ordre des médecins lui accorde, après qu'il aura satisfait à des conditions prédéterminées, reconnaissance des compétences. C'est des reconnaissances de compétences spécifiques à son exercice, que ce soit dans une spécialité, que ce soit dans une compétence, que ce soit dans une compétence spécifique au sein même d'une spécialité donnée. Et ça a été dit par mal, et l'entrée dans le processus de certification est volontaire et se fait à la demande des médecins. La certification, donc l'accréditation se passe au niveau des CACER régionales, la certification des médecins se fait au niveau de la CACER nationale. La CACER nationale est administrée par un bureau exécutif, donc c'est l'administration en fait qui se compose par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins ou par son représentant. C'est formé aussi par le président de la Société tunisienne des sciences médicales et par 3 membres du Conseil national de l'Ordre des médecins, dont le secrétaire général. Donc ça, c'est la gestion administrative. Mais pour accomplir toutes ces tâches, il sera donc créé des boards par spécialité, et pour accomplir sa mission à travers donc, la certification initiale et le maintien de la certification, il est créé au sein de la CACER nationale une section pour chaque spécialité reconnue ou pour chaque compétence à exercice exclusif que nous allons l'aborder, le nommer board, et nous avons sciemment choisi ce terme en anglais parce qu'il exprime mieux les sections. La composition de chaque board. D'abord, il va y avoir les représentants des institutions suivantes. Un représentant de chaque faculté de médecine désigné par le doyen parmi les médecins hospitalo-universitaires de la spécialité concernée. 3 représentants pour la spécialité ou la compétence qui seront proposés par le président de la société savante la plus représentative de la discipline. 3. Un représentant du Collège national de la spécialité concernée et les membres du bureau exécutif qui gère donc la partie administrative au niveau du Conseil national seront des membres d'office à l'exclusion du président de la société. Et ils seront donc nommés pour une période de 4 ans. La mission des votes, c'est exactement la même. On peut pas faire d'améliorer la qualité de soins, c'est veiller à établir et maintenir des normes de qualité dans la pratique de la spécialité. Et chacun dans son domaine de la définition et l'amélioration des normes d'enseignement, et c'est l'évaluation régulière de l'aptitude des médecins de la spécialité à exercer de spécialité. Les médecins désirent se faire certifier devront passer une épreuve de vérification des connaissances dont les modalités sont définies
effectivement par l'ordre correspondant. Et la certification est attribuée en cas de succès et est valide pour une durée déterminée par le board. C'est variable d'un board à l'autre et c'est de board de préciser la durée de cette certification. En cas de succès, il est délivré au médecin une attestation de certification signée par le président du Conseil national. Le médecin est autorisé à mentionner cette certification sur ses documents médicaux. C'est le plus qu'il va avoir. Et chaque board a en charge l'organisation des épreuves de certification initiale, Malidi, en collaboration avec l'organisme européen. Et certainement, il va y avoir beaucoup de collaboration entre boards et boards de la même spécialité au niveau européen. Les conditions, en fait, les demandes de certification sont adressées par les intéressés au président de la CNE nationale et le peuvent demander la certification, mais les médecins qui sont déjà inscrits au tableau de l'ordre, qui n'ont pas de sanction disciplinaire du deuxième degré depuis au moins 5 ans et qui sont nullement qualifiés pour exercer la médecine dans la spécialité ou la compétence correspondante. Le maintien de la certification, ça a été dit, c'est le maintien. Donc on a la certification, pour la maintenir, il va falloir effectivement présenter sous forme de portfolio un dossier de DPC où chaque board va établir ses propres critères par rapport à la formation des unités et probablement des spécifications un peu spéciales à chaque spécialité. Le nombre d'unités donc de DPC exigibles sur une période donnée, la nature des activités qui permettent le maintien des compétences nécessaires à l'accomplissement de la mission du médecin, le référentiel donc de qualité à utiliser notamment en matière d'évaluation des pratiques professionnelles chaque fois qu'ils sont disponibles. On le dit, bon, des référentiels tunisiens, mais on est ouvert à appliquer tous les référentiels et standards internationaux. Voilà, c'est un tout petit peu ce que j'ai à dire, c'est-à-dire qu'on est en phase de mettre en place cette commission d'accréditation, de certification médicale. Dans les prochains jours, on aura certainement à la mettre en place au niveau des normes avec les représentants des facultés de médecine et de l'université et probablement la formation dans ce sens. Un peu plus tard, c'est au niveau national et l'information qui va être donc délivrée à toutes les sociétés savantes désireuses de collaborer dans ce sens et désireuses de mettre en place leur board de spécialité. On va le faire incessamment et une fois tout ça s'est constitué, l'information arriver aux médecins en général et aux prestataires pour qu'on ait donc un vrai démarrage. Ça va prendre quelques années, c'est pas facile, hein, l'idée déjà pour y arriver, on a pris 5 ou 6 ans, maintenant qu'on y est, qu'on voit qu'elle prend forme, ça va se réaliser à petite dose à travers les sociétés les plus intéressées, les plus motivées. On va réévaluer après, puis ça prendra le temps nécessaire et certainement nous aurons donc quelque chose à offrir pour la médecine tunisienne, pour la qualité de soins en Tunisie. Merci. Merci Simone. On passe à la deuxième présentation du Dr Zawesh qui va nous parler de la pratique en pratique de la réalisation du DPC du médecin. Nous allons entrer plus en détail. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je suis particulièrement ému d'être ici, de prendre la parole dans cet amphi qui veut dire beaucoup pour moi. Et l'une des choses qui me rend vraiment particulièrement ému, c'est que
ce projet a commencé il y a environ presque une dizaine d'années au niveau du camp de Sousse, c'était un projet qui lui tenait à cœur et nous avons commencé avec lui toute cette réflexion sur la formation médicale continue, sur le développement professionnel continu. Et le projet qu'il avait en tête est très différent de ceux chez le soleil de Tawa. Mais je suis certain que s'il était encore en vie, ça ne lui aurait pas déplu. Donc, la plupart m'afouillent, mais je suis très fier d'être enfant de la faculté de médecine de Sousse. Bon, la plupart تفرجوا على تصريح مارشال. شنو هي الحاجة المارشال في بروح يعملها وهو في بيش بروح يعملها. في بروح يقول في المثال وهو ما في بيش يقول فيه. Donc, au niveau du DPC, nous sommes tous en train de faire du développement professionnel continu sans vraiment nous en rendre compte. Le DPC, le développement professionnel continu, c'est quelque chose qui intéresse كل ما هو يخص الخدمة بتاعنا بعد ما نكون تخرجنا من الكلية. الطبيب اللي في الكونسلتاسيون بتاعه quand il يقرأ un article, qui يعمل تسليطة, n'importe quoi, الكل قاعد يتعلم فيه, الكل il est en train d'accumuler de l'expérience et il est en train de se développer et de rechercher consciemment ou inconsciemment la qualité dans la prise en charge de ces patients et dans la qualité des soins. Ce qui veut dire que la plupart des activités radicales que ce soit la formation continue, que ce soit les activités, les congrès, la lecture d'articles, l'enseignement bidou, les stages, les petits stages de formation, tout ça, ça fait partie du DPC. وثريا تذكر مليح مرة وقت نحكي على الDPC عملت une remarque très importante. قلت لي il ne peut pas y avoir de DPC sans ETP, sans évaluation des pratiques professionnelles. Et effectivement, نحكيو qualité, ما نجموش نحكيو على qualité من غير ما نكون فما un diagnostic d'un état, une recherche, une comparaison avec des référentiels, une planification pour un changement, une action pour voir si on a changé et une réévaluation pour voir si cette action a eu un impact sur l'activité interne. Donc tu as tout à fait raison, le DPC sans EPP, ce n'est pas vraiment, bon, ce sont des activités d'amélioration certainement, mais qui ne sont pas mesurables. Donc l'UPP est au cœur du DPC, comme nous allons le revoir. L'évaluation du pratique professionnelle, ça reprend exactement la roue de Deming, le PDCA, plein de GK, c'est exactement la même chose. EPP, c'est la qualité. Quelles sont les professions de santé intéressées? Il n'y a pas que les médecins, c'est tout le monde, impliqué dans le circuit, le système, devrait être concerné par le développement professionnel continu. Et bien entendu, les pourvoyeurs, les prestataires d'activités du DPC sont tous ceux qui peuvent donner les activités que je vais donner vécu. Notre un tout petit peu au cœur du système, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, ici présent, qui vient l'accréditation d'une activité de DPC. Donc, qui m'a au niveau de la conseil régionale et au niveau des conseils régionaux. Donc, le prestataire d'activité, il va proposer un dossier pour être accrédité au niveau de cette personne. Le dossier est bien entendu, on a entre guillemets, une prochaine qui m'a un cahier de charge
une liste de conditions qu'il doit respecter pour pouvoir prétendre à être accrédité. Tous la demandé au niveau de la CACEM. C'est une petite réunion de leurs membres. Ici, une comparaison, une checklist, une grille. Est-ce que les critères sont respectés ou pas? C'est la décision. Il est très important que cette CACEM elle s'évalue au moins une fois par an, je trouve l'activité parce qu'il n'est pas question de ne recherche pas la qualité. Dis-moi, la qualité. L'accréditation, c'est la qualité. Comme l'accréditation des facultés de médecine, etc. Les normes sur la base desquelles nous allons comparer les éléments, un dossier, le pourvoyeur des activités du DPC, nous n'allons pas réinventer la roue. Ces normes-là sont déjà présentes partout dans le monde, que ce soit l'ACCMI, ou l'ACMI, ou l'OMS, etc. Qui dit les normes, tout se ressemble. Les mieux connus, les plus abordables, qui au niveau de la WFMI, la World Federation of Medical Education, il y a des standards non seulement pour l'enseignement médical de base, mais aussi pour la spécialisation, mais aussi pour le développement professionnel continu, que je m'attends, mais aussi pour l'enseignement universitaire, il y a quelques années. Donc, ces critères-là, vous pouvez aisément les deviner. Il faut que le dossier contienne le public cible, la formation, quelle sera la durée de l'activité, le contenu du programme, les objectifs d'apprentissage doivent être bien précisés, les méthodes d'apprentissage doivent être définies. Est-ce qu'il y a une évaluation de la formation et une auto-évaluation par les participants? Bien entendu, je trouve les intervenants, il y a l'animation. Est-ce qu'il y a un support de l'activité qui est l'organisateur? Bien entendu, c'est un programme qui tient absolument la documentation de la présence. Il offre toute accréditation à une activité, une documentation de la présence. Un élément très important, c'est le financement. Et le financement, là où il y a un conflit d'intérêt avec des laboratoires, il ne peut pas y avoir de chance que l'activité puisse être accréditée. C'est l'une des difficultés l'accréditation de la formation continue du DPC, parce que nous sommes noyés par les laboratoires, l'industrie pharmaceutique, et dirige la formation qui et c'est pour ça que au début, il va y avoir assez peu de formation accréditée, en attendant peut-être de chercher des moyens de financer un DPC qui soit plus ou moins indépendant. Comment on peut mesurer le DPC? Donc, le dossier sur le CACEM régional, elle a étudié, elle a décidé de l'accréditer. L'accréditation, qui m'a fait c'est l'attribution d'un certain nombre de points de crédit. L'examen de crédit CME, c'est les unités du DPC. Et ces unités-là, il faut n'allons pas réinventer la roue. La meilleure unité dans le monde, c'est l'unité horaire. C'est Kadesh Mahati Wakat fi une formation. C'est une unité. une diapo مهدي ربع ساعة 0,25 نص ساعة une demi-unité où actuellement l'UMS en 2017 ils commencent à revoir un petit peu leur système de crédit parce que
de plus en plus fréquentes sont devenues les formations en ligne. Donc, ils sont en train d'essayer d'accréditer les formations en ligne, et c'est un petit peu là la difficulté du crédit horaire. C'est les unités que nous avons adoptées. Les critères, on les a étudiés ensemble durant près de 2 ans au niveau d'une commission à la santé pour la préparation d'un guide du DPC et qui a défini ces critères-là, bien sûr, حسب الموضوعيات العالمية. Donc, par exemple, pour les conférences et les séminaires, une demi-unité de DPC par heure, parce qu'on voulait encourager tout ce qui est participation active, ou avec un but ultime باش نرجعوا l'évaluation des pratiques professionnelles تكون هي l'essentiel de l'activité de formation du médecin. Quel est l'objectif final? L'objectif final, c'est d'améliorer nos pratiques. Sur la base d'un besoin que nous avons découvert, qui a été exprimé, que ce soit un besoin personnel ou un besoin de la société qui nous بيشدسنا باش الواحد يفهم روحه في حاجه دائمه. Donc l'évaluation des pratiques professionnelles toujours au centre du développement professionnel continu, bien que مثلا حتى البلاد actuellement في الدنيا qui est vraiment maîtrisé cette évaluation des pratiques professionnelles. حتى فرنسا اللي راهي obligatoire عند حتى شيء. La mine des unités de DPC, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? On va, c'est la base de la création du board de spécialité et de la certification. Donc, normalement, les adhérents, il veut adhérer à un board, il y a l'examen, et dès qu'il y a des membres de la باش يحافظ على السيرتيفيكاسيون تاعو باش يحافظ على السيرتيفيكاسيون تاعو يلزمو ملف كامل ابروس كلو باغ اكزومبل باش يجمع فيه جونيتي دو دي بي سي pourquoi pas en plus le porteur va déterminer شو le nombre d'unités de DPC اللي جمعهم في 5 سنين ولا في عام 3 سنين. Pas seulement ça, mais je me donne le board un certain nombre d'activités. On peut par exemple un chirurgien qui est médecin, يقعد عامين يشربش بروستات، نقول له سامحني انا ما معيش جيب لي قداش بروستات par exemple. D'accord. L'ordre ou le membre observateur au niveau de l'UMS تحل بين كبيرة ياسر خاصة au niveau de la reconnaissance réciproque internationale, au niveau de l'accréditation du DPC, des activités du DPC. L'UMS a des accords de reconnaissance mutuelle avec l'équivalent du Conseil de l'ordre des États-Unis, avec le Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada, vous avez le Conseil de l'ordre, et bientôt nous allons demander une reconnaissance des crédits tunisiens, une reconnaissance mutuelle par l'UMS. Ce sera le secrétaire général, قال لي تشرب بالانجليزيه لو تشرب الجديد du DPC تعمل هذاك كله بالانجليزيه. Donc je suis en train d'essayer de le faire pour pouvoir avoir cette reconnaissance réciproque de nos crédits. Le TBIB, l'Amérique, il y a une formation sur Internet ou n'importe laquelle. Si les crédits sont reconnus en Tunisie, et vice-versa. Donc, en résumé, on ne saurait trop insister sur l'EPP comme un élément essentiel du développement professionnel continu. ما ننساوش
comme l'accréditation n'est pas un but en elle-même. Elle n'est pas une finalité, c'est un outil pour la qualité. L'accréditation, pas seulement pour la formation continue, quelle qu'elle soit l'accréditation. L'accréditation des facultés de médecine, pas d'enseignement. L'accréditation des structures hospitalières, des cliniques, ce n'est pas مجرد هدف. لكن نص qualité de l'accréditation, c'est ça l'accréditation. نص qualité, mais c'est un outil. J'insiste, c'est-à-dire le volontariat, c'est le nivellement par le haut qui est visé. Et lesquels on va obliger les gens, ce sera le nivellement par le bas. Et la reconnaissance internationale, elle est essentielle. Apparemment, Francis, ils sont un petit peu isolés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont en train de parler maintenant la recertification. Ça fait quelques semaines, et je vous remercie. S'il y a des questions dans la salle. Oui, je voudrais intervenir parce que je voulais, en proposant ce sujet au comité de JRC 2018, je n'étais même pas au courant qu'il y avait cette reconnaissance en mars. Et je salue l'humour de Mehdi, et puis la modestie et le calme, sa simonie, et puis l'enthousiasme de Dr. Fouad. Mais moi, franchement, je sens un bonheur immense que d'avoir entendu cette reconnaissance. En fin de compte, le but de ma proposition, c'était de on est où par rapport à cette reconnaissance, et je suis surprise et agréablement surprise de voir que oui, on y est vraiment, hein, et j'ai vraiment envie de vous applaudir parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas juste d'avoir une reconnaissance européenne, c'est une reconnaissance mondiale, puisqu'à travers cette reconnaissance européenne, on passe au Royal College, on passe à l'AMA, donc c'est bon. Comme l'a dit Dr. Bouzaj, c'est faire des CMI en Tunisie revient à les valider en Europe et vice-versa. Et à travers l'Europe, ça serait vers l'AMA, vers le Royal College. Et je vous assure que dans certains pays du monde, ce sont les conseils de l'ordre se battent depuis plusieurs années pour avoir des reconnaissances. Donc il y a ce système de health control, le Saudi Council, par exemple, existe depuis 2000, mais ils n'ont pas cette reconnaissance réciproque. Donc je suis émue, je suis très contente à ne pas perdre la voix ou les paroles, mais je suis très contente et je vous félicite vraiment. Et là, il faut juste nous dire, nous, en tant qu'institution, nous, en tant que faculté de médecine de Sousse, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler, pour que ça ne soit pas plusieurs années. Je sais que là, maintenant que vous travaillez depuis des années et des années en silence, là, on doit le dire haut et fort, on a la reconnaissance, allons-y, on doit y aller rapidement, finir, distribuer les tâches et travailler ensemble. Hein? Quel est notre rôle? Dites-nous qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Hein? Et nous sommes cœur et âme avec vous. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Effectivement, nous y travaillons et nous avons quand même, on a énormément de projets au niveau du Conseil national, et c'est un des projets que nous avons, en tout cas particulièrement, et il faudrait faire un grand effort parce que c'est pas facile. Il y a énormément de dossiers. D'ailleurs, le de base, c'était l'adoption après une discussion houleuse d'une heure et demie de temps.
qu'on est arrivé à faire passer sous cette forme. Donc, je crois à ce projet et je suis sûr qu'il va aboutir avec la modestie ces plusieurs années, mais dans les jours à venir, on va écrire à toutes les facultés pour qu'ils nous nomment et désigner des représentants au niveau des bassins régionaux. Ils vont, et la santé aussi, ils vont commencer à travailler dans les 2-3 mois. Effectivement, le projet est lancé. Maintenant, sous l'impulsion des uns et des autres, on va fournir un peu plus d'efforts pour booster cet élan et il va être parmi les priorités de notre ordre pendant les 2 prochaines années, je l'espère. Même. Alors, si vous voulez vous nous aider, venez. Et donc, les étudiants, c'est les ports de spécialité. Donc, il faut investir les sociétés savantes, leur expliquer, leur faire comprendre, les évangéliser et les convaincre. Et donc, il nous faut, pour les ports, trois membres actifs de chaque société savante, pour chaque spécialité, un membre de faculté, un membre du collège. Ce sera les noyaux des ports de spécialité. Et donc il faut instaurer les ports de spécialité, et c'est vous qui allez le faire. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est au cours de chaque grand congrès national, c'est présenter ce qui est l'une des formules possibles. On pourrait peut-être le faire au niveau de l'urologie. C'est au cours du congrès national, faire une séance sur ça, et présenter ces 3 communications, et terminer la séance par l'élection ou l'adoubement du port tout de suite. À la fin de la séance, المساطين الماركات الخمسة يتكونوا البورد وغادو الصباح يدخل مع الوقت. S'il y a d'autres questions? Merci pour les présentations, pour excellente présentation. Juste s'il vous plaît, il y en a plein d'affiches de formation continue affichées sur le tableau d'un des lieux de la fac. Entre autres formations, je dis d'FLC, la pharmaco, etc. Je peux passer à l'acte immédiatement. Je sais que j'ai vu à un certain moment notre organisme de charge, mais c'était juste pour un test il y a quelques années. Maintenant, si je veux passer immédiatement à l'acte, donc je prends ce document, il est chez vous au CROM, on le remplit, on le dépose, et quelle est la suite? Comment ça se fait? Vous attendez. Donc juste, on va constituer la casquette régionale. Il faut qu'elle existe avec ces différents membres, le représentant de la faculté ou des 2, puisqu'en l'occurrence associé à 2 facultés de médecine dans la région, et le représentant régional de l'île santé. Une fois constitué, vous aurez l'information, vous déposez. Nous espérons dans un deuxième temps le faire en ligne, donc c'est beaucoup plus simple. Via un portail, etc. C'est ce qu'on veut. En attendant, on peut le faire sur support papier et vous aurez la réponse après. En fait, vous pouvez le faire aussi tout de suite, puisque ceux qui sont délivrés par le CROM dessous sont rétroactivement validés par le décret du Conseil national. Donc l'expérience pilote qui a été faite pendant 5 ans, elle continue de tourner. Je pense maintenant que c'est Shiraz qui s'en occupe. Et les crédits délivrés par le CROM dessous seront rétroactivement intégrés dans le système. C'est dans le décret. Ils sont effectifs à partir de l'apparition de cette décision. Donc déjà, c'est valable pour tous, dans les activités du centre. Juste une petite remarque. Actuellement, la demande peut être faite en ligne. Ça fait déjà 2 ans que le lien à nos jours. La plupart des demandes, par exemple, j'ai en ligne et je l'ai fait de telle sorte que parmi les demandes, elle est dispatchée en même temps le conseil régional ou le conseil national. Donc, c'est très facile de la remplir en ligne ou notamment les amis du CROM ne mettent pas trop de temps pour répondre, mais c'est vrai, je pense pas dans l'état actuel des choses, puisqu'on est très bien avancé, on va attendre la mise en place dans la caserne régionale, parce que les lourds
en règle. Une question de pratique. Moi, pneumologue praticien, comment doit procéder pour être certifié? D'abord, tu nous invites au congrès. Tu nous donnes une grande séance en prime time, à la 7 cachée. On fonde le board de pneumologie. On vous met en contact avec le board européen. Vous prenez le QCE et les examens qui sont disponibles en ligne, on peut les acheter. C'est $15 pour 10 ans d'examen. Et vous faites une première séance d'examen au cours du congrès suivant. Ça fait un commande, je travaille voilà 7 jours, voilà 2 journées d'hiver. Vous faites le premier examen. On essaiera de vous aider pour. Vous pouvez faire venir un pneumo ou 2 pneumos membres du board européen pour entamer les négociations. Et vous faites une jolie attestation de Zienne, qu'on montre qu'on ne fait pas par le peuple, et vous la distribuez. Et vous mettrez le logo européen, parce que ce sera validé par l'Europe. L'attestation de l'ordre. Voilà. Et le Conseil de l'ordre vous autorisera à les mettre sur l'ordonnance, sur la porte du cabinet, sur les papiers. Donc, c'est mieux que le site. Eh bien, s'il n'y a plus de questions de la Anthony, s'il n'y a plus de questions, on peut lever la séance. Ça. Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. On vous remercie. Merci à vous. Ça.